Été 1963. Cette année-là, presque un Français sur deux profite des vacances. La France vit sa première année de paix depuis 24 ans, sans guerre mondiale ni conflit colonial. La croissance économique est bonne, les Français font beaucoup d'enfants. L'avenir est prometteur. Mais alors que les vacanciers se prélassent, on s'agite dans les couloirs presque vides de l'Élysée. C'est que l'affaire est grave. Au Congo-Brazzaville, des officiers de l'armée du jeune État indépendant se sont mis en tête de renverser le pouvoir. Ce chef d'État sur le point de se faire renverser, c'est l'abbé Youlou. L'abbé est un drôle de personnage, autoritaire, excentrique. Prêtre suspendu par sa hiérarchie, amateur de jolies femmes, c'est un coquet qui porte des soutanes de chez Dior. On chuchote que le grand patron, le général de Gaulle, ne l'aime pas. Oui, mais Youlou est l'homme de la France à Brazzaville. C'est un ardent francophile. Et puis Brazzaville, c'est une ancienne capitale de la France libre. Tout un symbole. Il faut agir très vite. Dans les rues de Brazzaville, ça ne va pas très bien. Les émeutiers l'emportent. Les gendarmes français, présents sur place au nom des accords de coopération, sont dépassés. Un photographe de Paris Match se trouve dans le palais présidentiel le jour du coup d'État. Il immortalise l'abbé Youlou, en train d'appeler le général de Gaulle qui est en vacances à Colombey. De Gaulle temporise. Il rassure Youlou. L'armée française se déploie au point stratégique de Brazzaville. Elle est confiante. Jamais les soldats congolais n'oseront tirer sur des militaires français. Cela ne se fait pas. Le président français tergiverse, il hésite, alors que le temps presse. Finalement, De Gaulle, comme paralysé, demeure dans son indécision. La France reste l'arme au pied et abandonne Youlou à son sort. Il n'y a pas eu d'ordre parce qu'un petit homme est injoignable. Cet homme, que voici, profite lui aussi d'un repos bien mérité en Méditerranée. Le lendemain, il rentre précipitamment à Paris. Depuis son bureau de l'Élysée, il contacte les insurgés congolais et obtient un sursis pour l'abbé Youlou. Une fois la situation sous contrôle, notre homme s'entretient avec De Gaulle. « Il aurait suffi de tirer en l'air, mon général. Je vous assure qu'il n'y aurait pas eu de mort. »« Je ne pouvais pas le savoir !» rétorque De Gaulle, furieux. « Vous n'étiez pas là !» L'histoire que nous allons vous raconter est celle de ce petit homme. Son absence paralyse l'action de la France en Afrique. Son pouvoir est si immense qu'il n'existe aucun équivalent dans la République française. Son nom, aujourd'hui encore, inspire le respect, sème le doute, déclenche l'admiration des uns et la rancune des autres. C'est un homme qui, toute sa vie durant, a cultivé le secret, mystérieux, mythique. Il s'appelait Jacques Foccart. Octobre 1963, région parisienne. Championnat de tir de la police nationale. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, est venu admirer ses troupes. Jacques Foccart est venu encourager quelques recrues africaines en formation en France. Le cadreur de l'ORTF filme le ministre. Singulière image. Tout converge vers le ministre alors que la réalité du pouvoir se trouve discrètement juste à côté de lui. Foccart a 50 ans. Il est à l'apogée de sa puissance. Il est secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Une position officielle modeste qui n'a pas l'éclat d'un ministère. Mais il règne sur une centaine de collaborateurs et surtout ne répond de son action que devant un seul homme.
Foccart voyait de Gaulle quasiment tous les jours. Pierre Lefranc, gaulliste historique, très proche collaborateur du général, ancien résistant et agent du BCRA, le service secret gaulliste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était parmi les 4 collaborateurs permanents que de Gaulle recevait tous les jours. Il était à côté du bureau du général et ça lui arrivait à ce moment-là quand on était tous les deux en train de bavarder. Bob Maloubier. Cet homme est une légende du service action. Ancien agent français du SOI, le service secret de Churchill. Cofondateur du 11e choc, le bras armé des services français et des nageurs de combat. Ancien cadre des sociétés pétrolières Shell et Elf. Et à ce moment-là, le général passait à la porte, il disait « Ah, Foccart, vous êtes là, vous êtes pris, je m'excuse », et je refermais la porte. Ouais. C'était l'homme invisible, n'est-ce pas ? On le voyait, mais enfin, il était peint en gris. Jean Lacouture. Grand reporter au Monde et au Nouvel Observateur, biographe, notamment du général de Gaulle, il a suivi de très près la marche vers l'indépendance de l'Afrique noire. Il était d'autant plus peint en gris qu'on regardait s'il était là, parce qu'il avait déjà plus ou moins sa légende, en tout cas, oui. Mais enfin, on ne le voyait jamais intervenir, il était l'homme de l'ombre, voyant tous les jours, au moins 20 minutes ou une demi-heure, le général de Gaulle. C'est probablement l'homme qu'il a vu le plus certainement tous les jours pendant l'occupation du pouvoir par le général de Gaulle. Mais enfin, c'est un homme dont on parlait, mais auquel on ne parlait pas. Jacques Foccart partage le pouvoir avec d'autres sur les affaires françaises. Mais il a son domaine réservé, où il est le seul à conseiller et à influencer de Gaulle. L'Afrique. L'Afrique. Sa compétence personnelle, son jardin privé. Il en connaît les hommes, les principales ethnies, les mœurs et les coutumes. Il y est respecté, il y est craint. Mais que fait-il exactement ? Tout. Concernant l'Afrique, Foccart entend tout, Foccart voit tout, Foccart organise tout. C'est lui qui s'occupe des voyages officiels, privés ou secrets, des petites et grandes réceptions, des audiences qu'il peut accorder ou refuser, des décorations des chefs d'État, des petits ou des grands cadeaux, de la nomination et de la révocation des ambassadeurs français en Afrique, et enfin, des services secrets extérieurs. La mission était limpide et claire. C'est Jacques Foccart qui me l'a raconté en tête-à-tête. André Leménian, entrepreneur et ami personnel de l'empereur centrafricain Bokassa. Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a tout de suite rappelé Foccart et il lui a dit « Monsieur Foccart, j'ai besoin de vous, bien mon général. Je vais vous confier une mission qui est celle-ci. Je vais décoloniser parce que c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Donc je décolonise et je voudrais que vous vous en chargiez. » Mon général, à vos ordres. Et Foccart, pour ceci, je vais vous donner 2 choses. Je vais vous donner tout l'argent que vous voudrez. Vous n'en référez qu'à moi. Et l'autre main sur les services secrets français. Si la semaine se passe à l'Élysée, dans un bureau qui jouxte celui du soleil gaullien, c'est à l'Uzarche que se déroulent les week-ends où Jacques Foccart, naturellement, travaille encore et toujours. Journal de Jacques Foccart, septembre 1967. Samedi 23, l'Uzarche. Bokassa est venu déjeuner. Le lendemain, dimanche 24, l'Uzarche. Cette fois, ce sont Houphouët Boigny et sa femme qui sont venus déjeuner. Houphouët, très détendu, très gentil, très gai. Foccart connaissait tous les chefs d'État africains, il les connaissait, mais il connaissait leur famille, il connaissait l'histoire des enfants, des petits-enfants. Pierre Péan, journaliste enquêteur spécialiste de l'Afrique, auteur de la seule biographie de Jacques Foccart, L'homme de l'ombre, ce qui lui a valu un procès qu'il a gagné. Foccart a ensuite souhaité le rencontrer et les 2 hommes ont longuement échangé. Et donc, une bonne partie de son activité, c'était de se rendre indispensable pour un diplôme, pour trouver une place d'internat à un fils, pour régler un problème de couple, pour toutes les choses de la vie courante, compliquées pour un Africain et qui devenaient simples parce qu'il s'occupait de tout. L'honneur suprême pour un chef d'État africain, c'était, une fois qu'il avait fait ses tournées officielles dans les ministères à l'Élysée, c'était d'être reçu à la Villa Charlotte, à l'Uzarche.
La maison de Luzarches est le cœur de la politique africaine de la France. Bokassa, Félix Houphouët-Boigny, Omar Bongo, Mobutu et tant d'autres, tous les autres. Tout ce que l'Afrique francophone compte de chefs d'État s'est des années durant pressé dans la belle maison de Luzarches pour se délasser et pour parler de l'avenir. Foccart a un secret que l'on peut tout de suite dévoiler. Il est joignable. Jour et nuit, il reçoit et donne des coups de téléphone. Voici son bureau, de petite taille. À sa mort, il a été vidé par des hommes en costume qui ont tout pris. Qui étaient-ils ? Des ST, des GSE, renseignements militaires. Quoi qu'il en soit, l'endroit a été soigneusement nettoyé. À l'exception de son vieil imperméable et de ses lunettes. Comment une telle concentration de pouvoir a-t-elle été possible ? Le jeune Foccart a 6 ans lorsqu'il revient dans sa Mayenne natale. Son père, un riche planteur de Guadeloupe, l'envoie en France pour recevoir une éducation jugée digne de ce nom, c'est-à-dire catholique, rigide, traditionnaliste. Le jeune Foccart se retrouve donc à l'Immaculée Conception à Laval. La consultation de ses carnets de notes révèle un élève moyen, mais doué en histoire et en éducation religieuse. Sa naissance, comme le reste de sa vie, est entourée d'ombre et de mystères. La généalogie et la naissance de Jacques Foccart peuvent déjà faire l'objet d'un roman. On peut fantasmer tout ce qu'on veut. Il est d'une famille qui a des liens très très forts avec Monaco. Il est d'une famille où il y a beaucoup de religieux et de bonnes sœurs. Et il n'est pas le fils, donc il n'est pas du sang de Guillaume Foccart qui est officiellement son père, mais il est en fait le fils de la sœur de Guillaume Foccart, de la sœur de son père officiel, Suzanne Foccart, qui était la prieure du Carmel de Laval, et fils, plus que probablement, de l'ancien curé de Notre-Dame de Bévar, un petit village qui est à côté d'Angers. Mai 1933. Jacques Foccart a 20 ans. Ancien élève et pensionnaire au collège Immaculée Conception de Laval, il assiste fidèlement à la fête de son ancien établissement. Dans la salle de classe transformée en salle de cinéma, le père Blanc Herriot projette un film sur l'Afrique équatoriale française. C'est le premier contact connu entre Foccart et le continent africain, qui à l'époque est partagé entre les grandes puissances européennes. Il y avait 2 zones, l'Afrique occidentale française et puis l'Afrique équatoriale française. Antoine Glaser, journaliste et écrivain, rédacteur en chef de la Lettre du continent consacrée à l'Afrique. En fait, c'était 2 zones qui permettaient à la France de mieux contrôler ses anciennes colonies avec un gouverneur général à la tête de ces 2 zones. La colonisation française, comparée aux autres puissances coloniales britanniques, lusophones avec les Portugais ou espagnols avec la petite enclave de la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'il y avait la principale particularité, c'était une politique assimilationniste. Ça paraît incroyable maintenant, mais c'est vrai qu'on faisait chanter nos ancêtres les Gaulois aux Africains de toute cette région, et c'est vrai que c'est une politique qui faisait faire des Africains notre image. C'était l'idée de la Grande France. Donc c'est quelque chose de très particulier qui a une incidence très importante aussi sur la suite historique des relations entre la France et l'Afrique. C'est toute la base de l'ambiguïté des relations franco-africaines. C'est créer, finalement nier, en fait, en quelque sorte, la culture et l'esprit, je veux dire, l'histoire de cette zone, ce qu'on appelle le précaré français en Afrique, et en même temps vouloir créer des Africains à notre image. Voici le premier Foccart. Un homme pour qui l'ordre et le respect des traditions est primordial. Foccart est viscéralement anticommuniste
et passera sa vie à combattre tout ce que son précaré africain compte de révolutionnaires ou d'opposants. Foccart est resté très discret sur sa jeunesse. Son silence entretient évidemment son mystère. Dans son parcours, la période d'avant-guerre est tellement occultée qu'il n'y en a plus de traces tangibles. Restent ces quelques mots prononcés à la fin de sa vie devant le journaliste Philippe Gaillard. Après mon service militaire, je suis entré dans une affaire d'exportation vers les Antilles qui appartenait à une relation de ma famille. C'est ainsi que je suis devenu importateur-exportateur, ce qui est toujours demeuré ma profession. Ce point est essentiel. Jacques Foccart n'a jamais été fonctionnaire de l'État français. Il n'abandonnera jamais le monde des affaires et sa société privée d'import-export, la Safiex. De Gaulle tentera bien de régulariser sa situation. Il essaiera même de le faire nommer au Conseil d'État. Peine perdue. Et le général abandonnera de guerre lasse devant l'obstination de Foccart à conserver son indépendance. Quoi qu'il en soit, voici qu'émerge le second Foccart, l'entrepreneur, l'homme d'affaires, l'électron libre, dans des cabinets ministériels peuplés de hauts fonctionnaires. Mai 1940. L'armée française est balayée par les troupes nazies. Foccart est démobilisé. Il s'associe avec son ami Henri Tournay pour exploiter du bois en Normandie. Il s'est mis à travailler pour l'organisation TOT avec des gens dont il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était des grands collaborateurs. L'organisation TOT est une structure allemande qui avait pour mission de réaliser les constructions défensives du Reich. Jacques Foccart vend donc du bois aux Allemands. Est-il déjà engagé dans la résistance à cette époque ? Mystère. Toujours est-il qu'en 1943, Foccart et son associé sont suspectés d'escroquerie par les Allemands. Les deux hommes sont emprisonnés. Ils risquent gros. Mais contre toute attente, les Allemands acceptent de négocier leur liberté. Une caution d'1 million de francs est versée le 23 août 1943 à la Feldgendarmerie de Saint-Malo. Comme les deux hommes ne possédaient pas une telle somme, l'argent a été emprunté à un notable de la région. Autre fait troublant, ce bienfaiteur sera remboursé à la Libération par le gouvernement français et non par les deux associés. Jacques Foccart parviendra par la suite à dissimuler cette histoire qui porte un coup à sa légende de résistant de la première heure. Autant il y a toute une période qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas claire. Il rentre dans la résistance et c'est vrai qu'il a été plus que probablement un grand résistant. En 1943, Foccart entre dans la clandestinité. Sous le nom de Binot, il monte un réseau de résistance. Au cœur de l'action et du danger, il se révèle et gravit rapidement les échelons. Dans son groupe, c'est l'hécatombe, et il échappe de peu à la mort. Sa bravoure et son énergie lui valent la croix de guerre et la médaille de la résistance avant même la fin des combats. Foccart est envoyé en Angleterre dans les derniers mois de la guerre et rejoint le BCRA, le service secret de la France libre. Il est initié au métier d'agent. Combat à main nue, tir instinctif, explosif, code et cryptage. C'est l'empire des services secrets, ça. Nous, on avait une formation assez étendue, d'ailleurs, spécialement dans le sabotage. Il y avait quand même chez nous une école supérieure de démolition, pratiquement universitaire, si vous voulez. On en sortait, on savait tripoter du plastique. Les agents du BCRA sont des gaullistes purs et durs. Ce groupe d'hommes constitue la base de ce qui deviendra les services secrets français. Beaucoup d'entre eux resteront fidèles à Foccart et se révéleront très précieux par la suite, notamment en Afrique. Foccart continuera à faire des périodes de réserve et à sauter en parachute avec ses compagnons, même lorsqu'il sera à l'Élysée. C'est ainsi qu'émerge le combattant, l'homme d'action, l'agent secret, le troisième Foccart. Août 1944. Laval, enfin libéré, soigne ses plaies. Mais l'information a couru la campagne. De Gaulle arrive. Foccart le sait car c'est déjà un homme bien renseigné. Il est à Ambrières et il travaille avec le contre-espionnage américain de la First Army. De Gaulle prononce ce jour-là un discours où il fait référence à la grandeur de la France et à son empire. L'Afrique a donné à De Gaulle une stature internationale
dont les Alliés ne pouvaient pas se passer. Vous savez qu'il y a eu des négociations avec eux pour le passage des avions, pour les escales des bateaux, etc. Donc ça se monnayait. Donc De Gaulle avait là un pouvoir vis-à-vis d'eux. De Gaulle était reconnaissant à l'Afrique de leur avoir donné une légitimité internationale. Ce discours doit combler d'aise celui qui garde la nostalgie de la Guadeloupe de son enfance. Foccart a-t-il pu ou a-t-il osé en parler à De Gaulle ? Nous n'en savons rien. Aucun compte-rendu ne fixe pour l'histoire cette première rencontre, ce jour-là, entre Jacques Foccart et le général. Foccart a-t-il trouvé en De Gaulle la figure paternelle qui lui a tant manqué dans son enfance ? Sa puissance tient en tout cas de ce lien quasi filial avec l'homme du 18 juin. Je ne crois pas que le général de Gaulle se soit épanché sur les raisons pour lesquelles il a fait de Jacques Foccart son, à mon avis, principal collaborateur. Mais je crois qu'il a vu en lui quelqu'un qui était fidèle, qui était malin, qui savait diriger les hommes, qui était un homme d'action, un homme du secret. De Gaulle quitte le pouvoir en 1946, pensant être rappelé. C'est raté. Foccart participe alors au lancement du RPF, le parti gaulliste qui doit ramener De Gaulle au pouvoir. Le RPF rencontre au début un très grand succès, avant de végéter. À toutes ces activités, Jacques Foccart ajoute encore une corde à son arc. Il prendra en main le service d'ordre musclé du parti gaulliste, le service d'action civique, le SAC, dont il restera le patron officieux jusqu'à sa dissolution en 1982. Le gaulliste le plus fervent. Voici le 4e visage de Foccart. Problème. Non seulement le libérateur de la France n'est pas rappelé au pouvoir, mais le mouvement gaulliste ne va pas bien. Les rangs sont de plus en plus clairsemés, et De Gaulle lui-même y croit de moins en moins. Mais pas Foccart, qui, avec quelques autres fidèles, garde espoir. Face à cette 4e République qui méprise De Gaulle, il n'hésite pas une seconde. Il entre en résistance, comme pendant la guerre. Et comme pendant la guerre, si l'Hexagone est soumis, il faut chercher du soutien ailleurs. Nommé en 1949 délégué du RPF à l'outre-mer, Foccart sillonne l'Afrique francophone. Comme à son habitude, il se jette à corps perdu dans sa nouvelle mission, faire vivre la flamme gaulliste en Afrique. Pendant 10 ans, il va se faire connaître partout et par tous au nom du général. En Afrique équatoriale, ça a été très facile. À l'ancienne Afrique occidentale, c'est-à-dire Dakar, et les pays qui dépendaient de Dakar, ça a été plus difficile. Parce que c'est des gens qui n'avaient pas vécu la France libre du bon côté, si vous voulez. Donc pour eux, De Gaulle, c'était pas l'idole que De Gaulle était pour l'ancienne Afrique équatoriale. L'Afrique que sillonne Foccart est en voie d'évolution. La 4e République a accordé du bout des lèvres quelques libertés. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'empire colonial est gardé d'une main de fer. Les rebelles sont venus faire leur soumission aux autorités françaises. À Mandiac-Andria, 3500 guerriers et leurs chefs ont déposé les armes et imploré à genoux le pardon que devait leur accorder le représentant de la France. À Madagascar, la répression de 1947 a fait entre 50 000 et 100 000 morts.
Confronté à ces Français d'Afrique jugés trop réactionnaires de son aveu même, Foccart comprend qu'il faut africaniser ses relations. Jacques Foccart apprend à connaître l'Afrique et les Africains et développe de vraies relations d'amitié. Et probablement commerciales, car Foccart n'est pas salarié et ses seuls revenus proviennent de la Safiex, sa société privée. Il exerçait son sacerdoce, mais suivant sa volonté, à son gré, n'oubliez pas. Au cours d'une escale à Port-Étienne, en Mauritanie, Jacques Foccart croise la route d'un jeune administrateur d'outre-mer, ancien résistant. Il s'appelle Maurice Robert, et il est le futur responsable des services secrets pour l'Afrique. Maurice Robert est un gaulliste convaincu. Foccart est impressionné et ne l'oubliera pas. Maurice, qui était un vieil ami, on se connaissait depuis 1946, on avait pratiquement le même âge, le même grade à ce moment-là. Et petit à petit, il est devenu le chef du département Afrique de la DGSE. De Gaulle boude toujours la 4e République. La traversée du désert est longue. En 1953, Foccart l'entraîne en Afrique. Et c'est en Côte d'Ivoire que Foccart rencontre l'homme qui, après De Gaulle, tiendra sans doute la part la plus importante dans sa vie, Félix Houphouët-Boigny. L'homme sera le parfait relais de la politique africaine de la France, et bien plus encore. Houphouët-Boigny est un homme politique africain très important. C'est aussi un homme politique français très avisé. Michel Roussin, officier supérieur de gendarmerie, ancien directeur de cabinet d'Alexandre de Maranche, le directeur des services secrets extérieurs, au service de Jacques Chirac à la mairie de Paris et à Matignon, ministre de la coopération entre 1993 et 1994. Il a, lui aussi, une analyse qui se rapproche de celle de ses amis. Il est en relation très étroite avec l'exécutif à Paris. Houphouët était par lui-même un personnage très considérable, le personnage dominant de l'Afrique francophone, oui. Il ne faut pas oublier qu'il a été député au Parlement français, qu'il a été ministre du gouvernement de la 4e République. Jean-Christophe Mitterrand, ancien journaliste de l'AFP pour l'Afrique de l'Ouest, entre à la cellule africaine de l'Élysée en 1983 et la dirige de 1986 à 1992. Mais en plus, dans la culture africaine, c'était le doyen, c'est surnommé le vieux, et j'allais dire, il n'y avait pratiquement pas un chef d'État d'Afrique noire qui ne l'appelait pas pour lui demander conseil ou pour seulement échanger au moins une fois par semaine, minimum. Le téléphone marchait beaucoup en Afrique. On a là un relais possible et Houphouët-Boigny sera toujours un allié fidèle qui partagera les analyses françaises. Voilà un chef d'État qui était très proche de Jacques Foccart. Maurice Robert, futur bras armé et ami intime de Foccart. Félix Houphouët-Boigny, futur relais politique et ami intime de Foccart. Mais aussi les commerçants, les administrateurs coloniaux, les personnalités locales. Il ne néglige personne. Foccart place tous ses pions sur son échiquier africain. La 4e République est moribonde. Le 13 mai 1958, la rue d'Alger et les militaires en appellent au général de Gaulle. Pour Foccart et ses amis, il faut saisir l'opportunité. C'était la fin de la France de la 4e République, c'était évident. Notre préoccupation à nous ici, le petit groupe que nous étions, donc je le répète, il y avait Jacques Foccart, il y avait Guichard et moi. Nous étions très inquiets de ce que les gens d'Alger ou de Paris pouvaient faire, parce que notre crainte, c'était que le général ait l'air de revenir dans les fourgons de l'armée. Jacques Foccart et quelques autres montent l'opération Résurrection. Objectif principal, que De Gaulle soit appelé au pouvoir légalement. Objectif secondaire, se tenir prêt si la 4e République rechigne et faire discrètement pression. Dans ces moments-là, ça va très vite, vous savez. Foccart est sur la corde raide. Les esprits s'échauffent. Il faut à la fois éviter les dérapages et se préparer à faire monter la pression, au besoin par des actions clandestines violentes. Mais il faut penser à l'atmosphère de l'époque. J'ai rencontré un certain nombre de gens, dont des anciens officiers du bataillon, qui étaient en train de monter un espèce de complot
Et moi, on m'avait donné comme mission d'aller faire sauter la poste, bureau de poste de l'avenue de Messine. Voilà, on me dit un truc, on te donnera de l'explosif, etc. Et comme ça, le général reviendra, on va prendre le pouvoir pour au nom du général en France, à Paris à l'époque. Bon, je me souviens d'avoir reconnu le bureau de poste de l'avenue de Messine. Et puis j'ai vu à peu près par où je rentrerais, ce que je ferais, etc. Puis entre-temps, le général est arrivé sans coup férir, là, par un consensus, Coty l'a reçu à l'Élysée, et tout ceci s'est arrêté. J'ai pas fait sauter la poste de la rue de Messine. Et mes amis chacun avait d'autres objectifs, je me souviens pas desquels, mais chacun avait son objectif, comme on en avait pendant la guerre. De Gaulle revient au pouvoir dans la légalité républicaine. Il est appelé par le président Coty à former un gouvernement. Au programme, 5e République et décolonisation. Je crois que Focard était un républicain, je crois qu'il était un dévot du général, un dévot de la présence de la France en Afrique, pour la première divinité de Gaulle comme pour la seconde, la France-Afrique. Je crois que Focard aurait fait n'importe quoi. Et voilà, Jacques Foccart est nommé secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Il est directement rattaché au chef suprême. La mission est à la hauteur de ses compétences. Le général de Gaulle lui avait donné une mission bien précise. C'était de réussir la décolonisation. Autrement dit, accompagner le sens de l'histoire, les pieds sur les freins. Sur les sujets très chauds, il est important qu'à New York, à l'ONU, les pays africains indépendants soient aussi alliés de la France. Et donc, pour nous, dans le domaine de notre politique étrangère, il est important de maintenir cette relation avec ces pays récemment devenus indépendants. Finalement, grâce à tout ça, lorsque le général de Gaulle allait à l'ONU, allait je ne sais où, il arrivait avec les 14 voix des 14 pays nouvellement indépendants, donc il arrivait avec 15 voix, et donc il faisait ce qu'il voulait. Voilà quelle était sa vision. Et l'instrument, c'était Foccart. Conserver l'Afrique francophone dans le giron français coûte que coûte. Accompagné de Foccart dans le rôle du VRP, de Gaulle sillonne toute l'Afrique francophone en 1958. Il propose un référendum pour faire adopter la communauté, un vaste ensemble de peuples autonomes, mais non indépendants. L'alternative est apparemment simple. Voter oui, c'est la communauté. Voter non, c'est l'indépendance. Mais Foccart veille. Certains discours de leaders africains sont opportunément remaniés à la dernière minute, car il est bien entendu hors de question de voter non. Foccart peut compter sur son allié de poids et avocat infatigable. Félix Houphouët-Boigny milite énergiquement pour convaincre les indécis. Un chef pourtant échappe à Foccart. Le Guinéen Sékou Touré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sékou affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général de Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très très mal l'affront. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure, nous savons que Sékou Touré va s'affirmer face au général. Et moi, j'avais de Sékou Touré une opinion assez bonne, et j'étais fasciné par enfin De Gaulle va trouver à qui parler, quoi. Et j'ai vu un Sékou Touré qui en faisait beaucoup, hein, il a fait une vraie comédie, mais quand même assez formidable. Alors que le leader guinéen ne désire pas rompre définitivement les liens avec la France, c'est l'ancien colonisateur qui supprime unilatéralement l'aide économique et gèle les avoirs de la Guinée. Indépendance et rupture des liens. En pleine guerre froide, cela a une signification très précise. Sékou Touré se tourne vers l'URSS pour assurer sa protection et son développement économique. Sékou devient doublement l'homme à abattre. C'est le début d'une lutte sans merci et très personnelle entre Jacques Foccart et Sékou Touré. Sékou Touré avait un discours évidemment très dur sur Foccart, et il utilisait ce terme disant Foccart, et puis peut-être pouce vers le bas, tel un empereur romain. Très vite, on a vu que Sékou Touré devenait un potentat, que ce type magnifiquement doué, compétent, connaissant beaucoup de choses, très intelligent, était pris par le pouvoir absolu et devenait un tyran, quoi. Ça s'est révélé en quelques mois. Le SDEC lance l'opération Persil, qui consiste à inonder la Guinée de fausses monnaies pour couler l'économie du pays.
Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement Sékou Touré. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. L'un des officiers paras chargés de la mission a des remords. Très catholique, il s'en ouvre à un prêtre. Celui-ci brise le secret de la confession, et de fil en aiguille, l'information remonte au Quai d'Orsay, à Paris. Foccart est contraint d'annuler l'opération, momentanément. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré est très intéressant parce que voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non, mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par De Gaulle-Foccart, eh bien, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle, parce qu'il a fait l'objet de complots continuels, de déstabilisation continuelle. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait par la France, avec à la manœuvre Jacques Foccart. L'édifice construit par Foccart à la demande de Gaulle ne tient pas. La communauté ne résiste pas aux volontés d'indépendance africaine. Dès la fin de l'année 1959, la Fédération du Mali demande son indépendance, rendant celle des autres inexorable. Qu'importe, tout est prêt. Foccart prend tout en main. Des juristes français rédigent des constitutions à la carte, sinon à la chaîne, sur le modèle de la Constitution française. Les gouverneurs coloniaux font leurs valises et sont remplacés par des ambassadeurs. Au cours de l'année 1960, toute l'Afrique noire francophone, comme ici Madagascar, devient indépendante. On croit souvent que les indépendances africaines se sont passées pacifiquement. Ce n'est pas vrai partout. Au Cameroun, la révolte du Bamileke a débuté alors que le pays est encore sous mandat français. La France poursuit son intervention dans le Cameroun devenu indépendant. Une lutte militaire secrète s'engage alors entre l'armée française et les insurgés. L'un des officiers français, parlant des maquisards, note « Animés d'une foi aveugle en leurs sorciers, ils se montrent de jour en jour plus agressifs. » Disposant d'un recrutement facile et pratiquement illimité, les pertes comptent peu. Le bilan officiel de cette guerre secrète est de 20 000 morts côté camerounais et d'une centaine côté français. Le véritable bilan ne sera sans doute jamais connu. Pour Jacques Foccart, la conservation et la gestion du précaré passent en premier lieu par ses relations personnelles avec les présidents. Léopold Sédar Senghor, au Sénégal. Mokhtar Ould Daddah, en Mauritanie. Modibo Keïta, au Mali. Maurice Yaméogo, en Haute-Volta, futur Burkina Faso. Sylvianus Olympio, au Togo, tué dès 1963 de la main de son futur successeur, Eyadema. Hubert Maga, au Bénin. Amari Diori, au Niger. François Tombalbaye, au Tchad. David Dacko, en Centrafrique, renversé par Jean Bédel Bokassa. Philibert Tsiranana, à Madagascar. L'abbé Youlou, au Congo. Léomba, au Gabon. Amadou Ahidjo, au Cameroun. Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la grande maison commune, la famille franco-africaine. Il ne faut pas voir ces hommes comme des marionnettes dans les mains de Jacques Foccart, avec la complicité de Félix Houphouët-Boigny, toujours très écouté et respecté. La réalité est à la fois beaucoup plus subtile et efficace. Ces hommes sont de fortes personnalités. Et comme dans chaque famille, il y a des moments de joie et de complicité, mais parfois les portes claquent et le ton monte. Les chefs d'État savent s'affirmer et monnayer leur soutien. Justement, Foccart a les moyens. De façon paradoxale, la France investit massivement en Afrique francophone au moment des indépendances. C'est la grande époque de la coopération civile. La Côte d'Ivoire colonisée comptait 10 000 Français. La Côte d'Ivoire indépendante, 5 fois plus. Foccart nomme des ambassadeurs musclés qui sont tous ces hommes.
Maurice Delaunay, alias Astérix, au Gabon, et l'inamovible Raphaël Lègue en Côte d'Ivoire, qui reste en poste pendant 16 ans. Ils étaient autre chose que des ambassadeurs. Ils rendaient compte avant tout aux deux chefs du village. Et les deux chefs du village franco-africains, c'était bien le président Omar Bongo pour le Gabon ou le président Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, mais c'était pareil pour tous les pays africains. Et le deuxième chef de village, c'était Jacques Foccart. Et quand on a vu Maurice Robert, qui est devenu ambassadeur de France au Gabon, on voit bien aussi que c'était pas du tout parce qu'il était diplomate, c'était pas un diplomate, mais c'était l'homme de Foccart auprès de Bongo et l'homme de Bongo auprès de Foccart. Les Français, je ne dis pas qu'ils sont pratiquement chez eux au Sénégal. Nous sommes habitués à travailler avec eux, ce sont de très bons camarades qui nous assistent au plan technique parce qu'ils ont des officiers dans notre armée. Et sur le terrain, vraiment, c'est la fraternité entre soldats, il n'y a pas autre chose. La France assure également la protection extérieure par des accords militaires si secrets que les ministres français de la Défense n'y ont même pas accès. Foccart s'appuie sur son ami Maurice Robert, patron du SDEC pour l'Afrique, qui met en place des postes de liaison et de renseignement, les PLR, auprès des présidents africains. Ces PLR doivent théoriquement former les services secrets des nouveaux États indépendants. Mais ils sont dirigés par un agent français du SDEC qui répond à la fois devant le président africain et devant Foccart. Nos hommes sont partout. Qu'à l'époque, c'est utile et pour les services africains qui sont à structurer totalement, et pour les exécutifs africains qui n'ont pas la capacité d'acquérir de l'information au niveau de la sous-région et même au-delà. Et en même temps, pour la France, c'est la possibilité de vivre dans le dispositif de décision et c'est aussi la possibilité d'exercer une influence et de passer certains messages. L'ambassadeur représentait la France officielle et le conseiller représentait la France officieuse. Voilà. Par l'intermédiaire de Maurice Robert, en montant jusqu'à Foccart, etc. Il y avait un canal officiel et un canal semi-clandestin. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a jamais eu, avec Foccart, pensez tous les individus qu'il a traités, dans quelle position il s'est placé, on n'a jamais entendu parler de clash. Donc, il avait un sens de la diplomatie probablement extraordinaire aussi. Le Jacques Foccart diplomate peut laisser rapidement la place au Foccart père Fouettard. Car il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Il est interdit de quitter le précaré. En 1964, il y a un coup d'État au Gabon. Cette fois-ci, Foccart n'est pas en vacances. Ça, c'était une histoire terrible. Effectivement, les militaires français se sont retrouvés avec le chef militaire gabonais face à un lieutenant de l'armée française et les deux se connaissaient et en plus s'estimaient. Et donc ils se sont parlé en disant si tu rends-toi, sinon je t'ai en ligne de mire, je vais te tuer. Et l'autre a dit plutôt la mort que la honte. Et il a été tué, et 15 autres militaires gabonais ont été tués. C'est quelque chose de très lourd. Et moi, je l'ai su peu de temps après, parce que je connaissais bien le colonel Chambon qui dirigeait le 6e RIAOM, qui était basé à Boire, et c'est quelque chose qui avait tordu les tripes, et il n'était pas heureux de cette affaire. Il avait été obligé d'obéir aux ordres, parce que les ordres venaient de Foccart. Il fallait que le coup d'État, que tout soit terminé le soir même. Il est très probable que s'il y avait eu du temps, finalement, il n'y aurait pas eu ces morts. Il faut toutefois se mettre en conformité avec le droit international. Les accords de défense prévoient en effet l'intervention de la France en cas d'agression extérieure. Mais légalement, rien n'est prévu en cas de coup d'État. On a cherché partout Paul-Marie Yembit, qui était le vice-président du Gabon, pour lui faire signer un papier comme quoi il réclamait, en fonction des accords, il réclamait l'intervention de la France. On n'a pas réussi à retrouver Yembit. Il était je crois, dans la Ngounié, si mes souvenirs sont exacts, on ne l'a pas retrouvé. Et donc, à un certain nombre de chefs d'État africains, on leur a fait signer un papier en blanc où il y avait la demande de l'intervention de la France, mais sans la date. Le message est clair. Dorénavant, la France interviendra militairement pour protéger les chefs d'État de l'Afrique francophone. Léon Mba est remis en place. Foccart décide de lui organiser une protection un peu plus professionnelle. À ce moment-là, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était Jacques Foccart,
Il me dit, on a besoin de toi. Tu quittes la chaîne et tu te mets à côté du président qui a été traumatisé puisqu'il a été enlevé par ses propres officiers. On s'est aperçu qu'il était gardé en tout et pour tout par 2 gendarmes. Il faudrait quand même lui faire une garde présidentielle un peu plus étoffée et surtout lui remonter le moral parce qu'il est très très traumatisé. Voilà. Donc je suis monté à Paris et je suis allé voir mes anciens nageurs de combat, si vous voulez, mes sous-officiers, les officiers du 11e choc. J'ai trouvé un certain nombre, une demi-douzaine de parachutistes et de nageurs de combat, donc des gens tout à fait solides. Parfois, un coup d'État est si rapide que la France n'a pas le temps d'intervenir. En 1966, le président centrafricain David Dacko est renversé par Jean Bedel Bokassa. Personne n'a rien vu venir. Une anecdote, David Dacko, quand je suis arrivé le voir en disant « Vous voyez ce qui est arrivé au président Liromba, mais il est rétabli, vous inquiétez pas. » David Dacko me dit « Monsieur Maloubier, moi ça ne peut pas m'arriver ça. Parce que j'ai pour me protéger un ancien officier de l'armée française que vous devriez aller voir. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Bokassa. » Les militaires français ne bougent pas. Il semble que David Dacko, jugé trop faible, avait cessé de plaire. A-t-on discrètement laissé entendre à Bokassa qu'un changement de pouvoir ne serait pas forcément mal vu par Paris ? Mystère. En tout cas, Foccart décide d'entériner le coup d'État. Mais pour cela, Bokassa doit être adoubé par le grand patron. Alain Plantet, l'adjoint direct de Foccart, a été témoin de la scène. Bokassa, dit-il, est entré simple officier dans le bureau du général de Gaulle. Il en est sorti chef d'État. Jacques Foccart assure aussi les passations de pouvoir. Le président gabonais Léon Mba est gravement malade. Foccart le sait, évidemment. Il faut lui trouver un successeur. Les hommes de Foccart ont repéré le candidat idéal. Il s'appelle Albert Bongo. Omar Bongo était à ce moment-là, je crois, secrétaire de la présidence de Léon Mba. Je l'ai connu dès que je suis arrivé à la présidence, d'ailleurs. C'était un jeune homme travailleur. Le système Foccart sait qu'il va choisir Bongo. Et donc après, il va avoir toute une mise en scène. Il y a eu tout un montage juridique de telle sorte que le jour de la mort, blanc, ça basculait et c'était Bongo qui était installé. Le jeune Albert Bongo est convoqué à Paris. Il passe un véritable grand oral devant De Gaulle qui le juge valable. Reste à imposer légalement le choix de la France. Foccart trouve un subterfuge. Il propose de modifier la constitution gabonaise et de créer un poste de vice-président qui prendrait automatiquement la place de Léon Mba en cas de décès. Mais Léon Mba, qui se fait soigner en France, rechigne. Il faut toute la persévérance et la diplomatie de Foccart et de l'ambassadeur de choc, Maurice Delaunay, pour faire plier le vieux président. Léon Mba finit par signer la réforme sur son lit d'hôpital. Le président Léon Mba meurt en 1967. Le tour est joué. Bongo devient le nouveau patron du Gabon. Coopération civile, accord militaire, quadrillage par les services secrets, empêcher ou entériner les coups d'État, c'est selon. Bref, la préservation du précaré africain n'est pas de tout repos. Mais parfois, la légalité ou le droit international ne peuvent pas être respectés, même en apparence. Entrons maintenant dans l'arrière-cuisine de l'État franco-africain. Bienvenue en Suisse, car c'est à Genève qu'un journaliste du nom de Bechtel doit rencontrer dans un hôtel Félix Moumié, le leader de l'Union des peuples camerounais, l'UPC, en lutte contre le pouvoir central camerounais. Sauf que ce journaliste est aussi réserviste du service Action. Sa mission est de tuer Félix Moumié. L'élimination des gêneurs peuvent être faite par le couvert d'un service officiel, le service Action de la République, le service Action de la DGSE. C'est le cas, par exemple, de l'assassinat de Félix Moumié. Et il peut y avoir des choses qui ne laissent strictement aucune trace, dont on ne sait pas. Il y a comme ça un certain nombre de gêneurs, entre guillemets, qui ont été assassinés, dont on ne sait pas, ou dont on ne saura jamais véritablement, parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête, par qui ça a été décidé. Bechtel et Moumié se rencontrent autour d'un apéritif. Bechtel empoisonne la boisson de Moumié. Ce poison agit lentement.
Pour des raisons diplomatiques, Moumié ne doit surtout pas mourir en Suisse. Mais ce dernier, tout à son discours, ne boit pas. Les deux hommes passent à table. Bechtel verse une seconde dose de poison dans le verre de vin. Moumié ne boit toujours pas. À la fin du repas, il s'absente quelques minutes. Et lorsqu'il revient, il boit coup sur coup son apéritif et son verre de vin. Moumié s'est empoisonné 2 fois. Les relations diplomatiques entre la Suisse et la France se refroidissent quelque temps. La préservation des intérêts stratégiques de l'État franco-africain peut nécessiter des interventions en dehors du précaré, comme au Katanga, province de l'ex-Congo belge qui a fait sécession lors de l'indépendance. De Gaulle interpelle Foccart à ce sujet. « Dites-moi, il est bien ce Tshombe, il faudrait l'aider. » « Mais nous l'aidons, mon général, nous l'aidons. » Chrétien, anticommuniste et donc pro-occidental, Moïse Tshombe, l'homme qu'il faut aider, est le président du jeune État du Katanga. Tshombe a fait sécession lorsque le Congo belge devient indépendant en 1960. Il est soutenu financièrement par la toute-puissante Union minière du Katanga, qui regroupe les intérêts de l'ancien colonisateur belge, ce qui lui a valu le surnom de « Monsieur Tiroir-Caisse ». Dicton, qui tient le Katanga détient la fortune du Congo. Cette province est en effet si riche en minerais que l'on parle d'anomalie géologique. Depuis toujours, les puissances occidentales lorgnent dessus. Les soviétiques également. C'est une des premières réserves au monde en cuivre. Donc un but stratégique de premier ordre. Donc là, c'est pas une histoire africaine, c'est une histoire est-ouest. L'indépendance du Congo est conduite par un brillant Premier ministre, Patrice Lumumba. Mais il a des sympathies communistes. Mauvais point pour lui car il devient l'homme à abattre pour les Occidentaux. Par ailleurs, le départ des Belges se passe mal. Le Congo s'enfonce dans le chaos et la violence. L'armée congolaise est dirigée par un homme dont on n'a pas fini de parler. Anticommuniste et secrètement opposé à son premier ministre Lumumba, il s'appelle Mobutu et il est soutenu par la CIA. Lumumba doit remettre la main sur le Katanga et éliminer Tshombe. Il en appelle à l'ONU. Toute la guerre froide se donne rendez-vous au Congo. Résumons-nous. Pour la CIA, il faut empêcher le Congo de sombrer dans le communisme, réunifier le pays et en faire une chasse gardée. Pour le KGB, le Congo doit entrer dans le bloc de l'Est. Pour Foccart, il faut supplanter la Belgique et faire entrer le Katanga, et pourquoi pas tout le Congo, dans le giron de la France. Même si les considérations économiques ne sont pas absentes, pour Foccart, l'intervention au Katanga est une mission à caractère sentimental. Si les Belges décampent, le Congo doit tout naturellement entrer dans le précaré français. Point final. Donc ça, c'est un des angles très très importants, c'est donc la lutte contre les Rouges, et un deuxième qu'on claironne un peu moins, mais qui est presque aussi fort, c'est le containment des anglo-saxons. Mobutu, Lumumba, Tshombe. Il n'en restera qu'un. On règle d'abord la question Lumumba. Mobutu l'arrête. Par un tragique concours de circonstances qui se nomme sans doute CIA, Lumumba se retrouve aux mains des Katangais de Moïse Tshombe. Apparemment, les deux ennemis Mobutu et Tshombe font alliance de circonstances pour régler le cas du troisième larron. Les conditions de la disparition de Lumumba et de 2 de ses ministres au Katanga restent mystérieuses. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils auraient été découpés, puis dissous à l'acide. Le danger communiste éloigné reste à réunifier le pays et à l'arrimer solidement dans le camp dit de la liberté. L'ONU intervient au Katanga. Jacques Foccart ne reste pas inactif. Mais il est bien entendu impossible d'intervenir officiellement. On mènera la guerre par procuration. Les services français laissent discrètement partir à Elisabethville, capitale du Katanga, quelques officiers paras qui se mettent au service de Moïse Tshombe. Ils sont rejoints par des aventuriers et des soldats perdus, français, belges, rhodésiens, sud-africains. On va les surnommer les affreux, les barbouzes, les chiens de guerre, c'est-à-dire les mercenaires. Ils participent à l'encadrement des terribles gendarmes katangais qui s'opposent aux forces de l'ONU, un contingent de soldats suédois,
Irlandais et Indiens. Dans le système qu'il a monté dans les réseaux, il va utiliser les chiens de guerre aussi. C'est fait partie des gens, s'ils se font prendre, il n'y a pas le lien direct avec la France. Un homme fait ses premiers pas dans le mercenariat. Il en fera sa vocation et s'appelle Bob Denard. Un bagarreur, une forte personnalité et un charisme qui en impose. Il est doué et le président katangais Moïse Tshombe apprécie ses services. Traduction, les mercenaires soutenus par la France se retrouvent face aux casques bleus. Les Nations Unies ne s'attendaient pas à une telle résistance. Selon un mercenaire qui a participé au combat, la bataille d'Élisabethville fut le cauchemar et le cimetière de l'ONU. 180 casques bleus sont tués, 190 faits prisonniers. Dans la confusion, l'avion du secrétaire général de l'ONU s'écrase. À ce jour, on ne sait toujours pas si Dagda Jol a été la victime d'un accident ou d'un attentat. Finalement, l'ONU revient en force et l'emporte. Tshombe renonce à la sécession en 1963. À quoi bon se battre quand on peut négocier ? Tshombe devient Premier ministre du Congo réunifié en 1964. Notre homme semble l'emporter. Mais Mobutu le renverse un an plus tard et devient le nouveau maître du Congo, rebaptisé Zaïre. Tshombe s'exile. Le diable est dans les détails. Moïse Tshombe reste notre allié, mais il embarrasse désormais nos relations avec Mobutu. Il sera enlevé et décédera dans des circonstances obscures en 1969. Il ne devait en rester qu'un. Tshombe a été livré à ses bourreaux par un Français, un homme dont on sait avec certitude qu'il avait été en contact avec nos services 10 ans plus tôt. Simple coïncidence ? Le Biafra est au Nigeria ce que le Katanga est au Zaïre, la province la plus riche, sauf qu'il s'agit ici de pétrole. En mai 1967, les Igbos proclament la République du Biafra et font sécession du Nigeria, ancienne colonie britannique. Rapidement, les forces nigérianes encerclent le Biafra. Cette agitation au sein de la zone anglo-saxonne ne peut évidemment laisser Jacques Foccart indifférent. Qui a pris le parti du Nigeria, c'est d'ailleurs les Britanniques, puisque c'était une ancienne colonie britannique, les Russes, les Allemands, les Italiens, etc. Donc c'était perdu d'avance. Et non seulement elle n'est pas dans la mouvance française, mais le Nigeria manifeste contre la France et ses valets néocoloniaux et prend position contre les expériences atomiques, notamment. Le Nigeria est dans l'œil de Foccart. Et là encore, les mercenaires entrent en action. Jacques Foccart assure le soutien logistique. Bob Denard y est allé, etc., les uns et les autres, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Bob Denard, en tout cas, était en osmose avec la France, avec son pays, avec le gouvernement. C'était des militaires de métier, si vous voulez, des soldats de fortune. Ils allaient chercher leur fortune au Biafra avec la bénédiction de l'Élysée. Un pont aérien est mis en place depuis Libreville, la capitale du Gabon. Bongo, le tout jeune chef d'État intronisé par Foccart, accepte de bien mauvaise grâce que son pays serve de base arrière à l'action au Biafra, bien qu'il s'en défende. Nous avons parlé du Biafra avec le général de Gaulle. Dans un sens purement humanitaire, j'ai été très surpris, voire même indigné, de constater que certains journaux écrivent que le Gabon sert de relais pour les armes à destination du Biafra et que c'est la France qui fournit ces armes-là. Mais je tiens à vous dire une fois de plus qu'il n'est pas du tout question que la France fournisse des armes au Biafra. On faisait surtout beaucoup de rotations entre Libreville et Abidjan pour aller chercher la marchandise. Et puis après, on a commencé à faire des rotations sur directement Libreville, le Biaf ou Abidjan, le Biafra aussi. Et moi, des voyages, je me souviens plus, j'ai dû en faire, je sais pas, 70 à peu près, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. La marchandise, c'était quoi ? La marchandise, c'était des armes. Enfin, c'était des munitions, c'était du matériel de guerre, puis c'était la guerre, quoi.
Selon une légende tenace et maintes fois racontée, les armes livrées au Biafra étaient stockées dans les colis d'aide humanitaire. La vérité est un peu plus subtile. C'était impossible, je dis bien absolument impossible, de mélanger des colis de la Croix-Rouge avec des colis d'armement. Maintenant, ce qui a pu se produire, c'est que des avions qui étaient supposés voler pour la Croix-Rouge aient fait une rotation pour la Croix-Rouge, et puis aient fait une deuxième rotation à leur compte pour transporter autre chose. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes emmanché dans des histoires comme ça, faut que tout le monde gagne un peu là-dedans. Bah oui, parce qu'au fond, c'est risqué quand même. Hein. Puis vous êtes pris par une ambiance, quoi, Dans cette guerre, où le pétrole biafrais reste un enjeu fondamental, Bob Maloubier est engagé par la compagnie Elf Aquitaine et envoyé à Lagos, la capitale du Nigeria. Tout à fait par hasard, bien entendu. Moi, j'étais vraiment un cadre d'Elf Aquitaine, si vous voulez. Mais un cadre qui peut rendre des services, quand même. C'est ça. C'est sur la base, à ce moment-là, de Lagos, à ce moment-là, il y avait des MiG. Il y avait des MiG-17. Et des MiG-17 qui avaient été, bien sûr, offerts par la Russie. Il y en avait d'autres dans le Nord, mais il y en avait là. Et c'est ces MiG-17 qui allaient, en principe, mitrailler et descendre les avions qui ravitaillaient le Biafra. Donc il m'est arrivé de déjeuner avec ces pilotes qui étaient anglais, australiens, il n'y avait pas de russe, hein, anglais, australiens, je crois qu'il y avait même un français, et des Canadiens et Sud-Africains. Voilà. Et à la fin d'un repas, il y en a un qui m'a dit quand même, vous savez, il m'a dit, on a abattu, il savait que j'étais français, il m'a dit, on a abattu aucun avion, hein, ne vous inquiétez pas. Mais il dit, vous savez, on fait attention, on tire toujours devant ou derrière. On ne tire pas, c'est une solidarité, si vous voulez. Et puis, ils m'ont dit, vous savez, on gagne, je ne sais pas combien c'était, l'équivalent de 20 ou 30 000 francs par mois, si vous voulez. Si jamais vous connaissiez quelqu'un qui nous en donne autant, on tirerait encore plus mal. Alors, j'ai fait passer le mot à Paris en disant, il serait bon que quelqu'un voie ces pilotes. Quand ils sont en congé, là, on sait très bien où ils descendent, etc., et éventuellement faire un petit accord avec eux. Après quelques succès initiaux, le réduit biafrais est mal en point et risque de se faire submerger par l'armée nigériane. Au fond, le Biafra, c'est pas compliqué. Ça commençait au Nigeria, là, j'ai la carte, là, je peux vous faire voir. Et puis à un moment, il y a la Benoué qui descend du Cameroun. Là. Ben, ils étaient encerclés par ces deux rivières. Il n'y avait plus de ravitaillement qui arrivait par Port Harcourt, puisque les Anglais avaient bloqué le port à Port Harcourt. Ils ne pouvaient pas tenir, ils n'avaient rien à bouffer, les mecs. Il fallait voir les gosses dans quel état ils étaient, hein, les gamins qu'on ramenait, là. Après la chute de Port Harcourt, la situation se dégrade rapidement et une terrible crise humanitaire couve. Ojukwu, le leader biafrais, multiplie les conférences de presse et en appelle au monde entier. Le Biafra doit rompre son isolement diplomatique. Pour l'aider, Foccart lance un véritable plan média. Maurice Robert s'en est ouvert dans ses mémoires. Ce que le monde ne sait pas, c'est que le terme génocide appliqué à cette affaire du Biafra a été lancé par les services. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre ou d'écrasement, mais génocide nous a paru plus parlant. Nous avons fait en sorte que la presse reprenne rapidement l'expression « génocide ». Le Monde a été le premier, les autres ont suivi. Pour porter la voix de la France, c'est encore une fois Albert Bongo qui s'y colle. Un génocide est en cours. Des centaines de milliers de gens sont morts de faim. Et pour ma part, je me refuse à me faire le complice de ces crimes internationaux. C'était un monsieur impressionnant, hein, Foccart. Il avait un visage assez, je dirais, sans mouvement, quoi, figé, quoi, avec un drôle de regard en plus. Et puis moi, à l'époque aussi, j'avais 30 ans, quoi. Ces mecs-là, ils m'impressionnaient, quoi. Je pense que c'était lui qui manageait tout ça. C'était lui à l'époque, la capitale de l'Afrique, c'était Luzarches, là-bas. C'est vrai, hein. Pragmatique comme il était, je ne pense pas que Foccart avait épousé la cause du Biafra, parce qu'il était assez pragmatique pour savoir qu'elle était perdue. La cause du Biafra était perdue. C'était romantique. Tout un mouvement humanitaire va naître du conflit,
avec la création de Médecins sans frontières notamment par les docteurs Récamier, Delcourt, Emmanuelli et Kouchner. Le Biafra s'effondre en 1970. La guerre et la famine ont fait 2 millions de morts. Mai 68. C'est la grande trouille face à un mouvement libertaire totalement incompris. Foccart appelle en catastrophe Bob Denard et ses hommes à Paris pour aider aux contre-manifestations. Houphouët-Boigny rapatrie une partie des fonds destinés au Biafra pour financer les opérations au quartier latin. L'ordre est rétabli, mais le général de Gaulle démissionne en 1969. C'est un véritable coup de tonnerre. Le président du Sénat, Alain Poher, assure l'intérim. Sa première décision est de virer Foccart. Pas de panique. Le camp gaulliste s'organise autour de la candidature de Georges Pompidou, désigné comme le successeur du général. Il est élu en juin 1969 à la présidence de la République. Foccart ne reverra qu'une seule fois de Gaulle. Le général lui fera savoir par la suite qu'il préfère ne plus le rencontrer. Les raisons de ce refus restent mystérieuses. De Gaulle choisit apparemment de se couper du monde et de ses anciens collaborateurs. Lorsque De Gaulle meurt en 1970, Foccart est à Nouakchott, en Mauritanie, et ne peut pas assister aux obsèques. Si le soutien de Foccart envers Pompidou ne fait aucun doute, l'homme de l'ombre embarrasse le nouveau président. Foccart attend toujours d'être rappelé au pouvoir. Pompidou a horreur des histoires louches et se méfie des services. D'autre part, le pouvoir exorbitant de Foccart fait peur à toute une partie de la nouvelle majorité présidentielle. C'est alors qu'éclate l'affaire dite de la commode à Foccart. Selon le Canard enchaîné du 4 juin 1969, l'équipe d'Alain Poher a découvert dans le bureau de Foccart une commode truffée d'appareils d'écoute. En remontant les fils, les fonctionnaires se rendent compte que Foccart pouvait enregistrer les conversations dans tout l'Élysée, y compris dans le bureau du général. Il est impossible, précise le journal, que Foccart ait pu le faire sans l'aval de De Gaulle. Foccart attaque le Canard enchaîné, qui est défendu par Roland Dumas, avocat ami de Mitterrand. Le tribunal prudent se déclare incompétent. Mais l'homme de l'ombre apparaît pour la première fois en pleine lumière. Pompidou hésite. Il propose un ministère, offre que Foccart, bien entendu, refuse. Pour les membres de la grande famille franco-africaine, ce flottement est inquiétant. C'est d'Afrique que vient le salut. À l'initiative de Félix Houphouët-Boigny, soutenu par les présidents Ahidjo du Cameroun, Tombalbaye du Tchad et Bokassa de Centrafrique, Pompidou rappelle le secrétaire général aux affaires africaines et malgaches. Cette discrète pression africaine n'est pas anodine. Si c'est bien entendu Pompidou qui décide de le maintenir, il y a comme un léger glissement dans la légitimité d'un pouvoir qui vient désormais en partie des chefs d'État africains eux-mêmes. Mais surtout, Pompidou retire à Foccart la gestion des services secrets. Alexandre de Marange devient le nouveau patron du SDEC. Sa mission, faire le ménage dans le service. Le SDEC reprend une véritable autonomie par rapport à l'influence, on peut dire, l'influence de Jacques Foccart sur le service. Dès 1970-71, la chasse au Foccart et à ses hommes est lancée. À un moment où Foccart est encore à l'intérieur de l'appareil d'État, est un conseiller de l'Élysée. La mission confiée à Alexandre de Marange et à son jeune directeur de cabinet, Michel Roussin, est titanesque. Foccart n'est pas exactement du genre à se laisser faire. Marange, lui, va structurer sa maison qui va devenir un service majeur qui compte dans le dispositif, à l'époque, de la guerre froide. On ne doit pas oublier qu'on est dans ce contexte-là. Il y a cette espèce de lutte d'influence au sein de la maison. Et là, il y aura effectivement, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de défocardisation, je l'ai lu quelque part, mais voilà, on va avoir moins de responsables dans les organes de décision et de commandement du service, moins d'hommes directement liés à Jacques Foccart. Les relations entre les deux hommes, Jacques Foccart et Alexandre de Marange, seront toujours très correctes.
Tout ce qu'a fait de Marange contre Foccart, pratiquement, ça a été un échec. Et pourtant, ils ont mis le paquet. Et donc, moi, c'est comme ça que quand j'ai fait mon livre sur Foccart, disons qu'il m'est arrivé discrètement un dossier de 200 ou 300 pages qui était fabriqué exclusivement pour taper Foccart et ses réseaux. Nous avons pu consulter ce dossier du SDEC lourdement à charge contre Foccart. On y apprend que lorsqu'il a été momentanément écarté du pouvoir, Foccart a transféré une partie de ses fonds spéciaux chez Houphouët-Boigny et que ses archives ont été mises à l'abri à l'ambassade du Gabon, à Paris. Les agents du SDEC établissent la cartographie de la constellation Foccart, des anciens du BCRA, les milieux gaullistes et du SAC, dont son patron officiel, Pierre de Bizet, bénéficie d'un contrat de coopération au Gabon. Des anciens officiers du service, anciens réservistes, un nombre surprenant de journalistes, des mercenaires, un réserviste de la marine et même un ancien de la DST, conseiller technique auprès des services gabonais. Ce réseau, justement, dispose d'une base importante au Gabon, grâce au président Bongo. Sa principale activité consiste en la manipulation des oppositions africaines. Mais surtout, tout cela fonctionne en grande partie sous couvert de la compagnie pétrolière Elf, où l'on retrouve Maurice Robert, qui a pris sa retraite du service, et Bob Maloubier, que l'on ne présente plus. Oh, ben c'est Foccart. Enfin, c'est Foccart qui m'a ouvert, qui m'a dit, tu rentres à Elf-Aquitaine, voilà, il n'y a pas de problème. Oui. Aujourd'hui, quand on analyse Elf, il ne faut jamais oublier que c'est essence et lubrifiant de France. Hein, c'est ça que ça veut dire, Elf. Hein. C'était le bras armé de la France. Ça s'est mal terminé, parce que l'époque avait évolué. Les abus de biens sociaux, ça n'existait pas au début, ça n'existait pas dans les années 60 et 70. Mais Elf a servi largement à ça, a servi à l'indépendance nationale pour trouver du pétrole qui ne vienne pas des majors américains, c'était une de ses fonctions, à Elf. Et puis une deuxième, c'était de mettre de l'huile dans le système néocolonial. Donc, parce qu'il y avait de l'argent qui échappait à tout véritable contrôle pendant de nombreuses années. Et le rapport de conclure, il contrarie l'action du service et le met en position de faiblesse vis-à-vis des services alliés et de son adversaire soviétique. Georges Pompidou n'a pas réellement la passion de l'Afrique. Il laisse largement à Foccart le soin de gérer la maison franco-africaine. Cet éloignement relatif du pouvoir central lui confère, paradoxalement, plus de liberté. C'est la tuile. Après la mort de Pompidou, le camp gaulliste se déchire et c'est un jeune président de droite, mais non gaulliste, qui gagne les présidentielles de 1974. Valéry Giscard d'Estaing veut insuffler un style nouveau à la République, à la fois jeune et dynamique. Foccart est immédiatement mis à la porte. Giscard connaît et aime beaucoup l'Afrique et les Africains. Dans un style qui tranche avec celui de ses prédécesseurs, il se fait volontiers pédagogue. Voilà donc le Zaïre. Au centre de l'Afrique, quelques indications. C'est, après la France, le pays francophone le plus peuplé du monde, 25 millions d'habitants, et c'est avant la France, le pays francophone le plus étendu du monde. C'est un pays qui a des ressources considérables. Foccart a 61 ans.
La politique africaine de la France est désormais en d'autres mains. L'heure est venue de retourner à ses affaires personnelles, avec le sentiment du devoir accompli. Profiter enfin pleinement de l'usage, et pourquoi pas écrire des mémoires. Franchement, voyez-vous Focard, alias Binot, alias Père Joseph, alias le chanoine, rendre son tablier? Le nouveau pouvoir le sait, mais ne peut rien y faire. Focard reste actif, notamment depuis le Gabon du président Bongo, dont le pays est rebaptisé à l'époque Focarland. Toujours selon le dossier du SDEC, l'ombre de Focard plane sur la tentative de coup d'État au Bénin en 1977, dirigée par Bob Denard, et sur le coup de force du mercenaire aux Comores en 1978. Les Comores permettent de contourner l'embargo auquel est soumis l'Afrique du Sud de l'apartheid et de soutenir les Sud-Africains qui luttent contre les communistes au Mozambique et en Angola. Focard et ses hommes poursuivent la lutte contre le Guinéen Sékou Touré et cherchent toujours à l'éliminer. Les complots succèdent aux complots. Amen. C'est de Centrafrique que va venir le coup. Bokassa s'autoproclame empereur en 1977. Le sacre coûte l'équivalent d'1 an d'être française à la Centrafrique. Il faut savoir, tout de même, il faut le dire, c'est que Bokassa, avant de prendre sa décision, en a parlé à Paris. Bokassa me l'a dit. S'il m'avait dit de ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Bon, mais à Paris, on ne m'en a pas dissuadé. Giscard d'Estaing avait l'habitude d'aller chasser une fois, quelquefois 2 fois par an, en Centrafrique. Donc les relations se sont très vite nouées, forcément. Et elles ont été cordiales pendant plusieurs années, mais elles se détérioraient un peu au fil des années, parce que Bokassa me disait qu'il était énervé par l'attitude de Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était en Centrafrique, parce qu'il se croyait un peu en pays conquis. En 1979, Giscard décide de renverser Bokassa. Une campagne de presse a préparé l'opinion. On accuse Bokassa de massacre et même de cannibalisme. C'est faux. Si Bokassa Ier a bien du sang sur les mains, l'affaire est montée de toutes pièces par les services pour justifier le coup d'État. Une plaquette de diamants figurait aujourd'hui en gros titre ou en bonne place dans plusieurs journaux français. Alors de quoi s'agit-il ? Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné, une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 1973, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Alors la question posée aujourd'hui, d'abord par nos confrères, puis déjà un peu par le personnel politique est celle-ci: M. Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel, et dans ce cas, est-il resté en possession de ce cadeau? Le bordereau de remise des diamants n'est pas arrivé par hasard. Il avait été conservé par un fonctionnaire français au service de Bokassa. Son nom, Maurice Espinasse. Espinasse est écœuré, à la fois par les frasques de l'empereur centrafricain et par la politique française en Centrafrique. Épuisé nerveusement, en désaccord avec ses principes, il décide de remettre le bordereau à Pierre Péan. Énorme affaire, essentiellement parce que Giscard ne sait pas y répondre. Si Giscard avait tout de suite, oui, j'ai bien su, mais comme tous les chefs d'État, d'ailleurs, voilà, ma petite plaquette, tout ça, c'était fini cette affaire-là. Mais il répond, il prend de haut, etc., ça devient une affaire. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence, c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, ni du mépris. C'est quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est que il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Croyez-le ou non, Focard n'a rien à voir avec la première affaire des diamants. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Un homme proche de Focard intervient. Il s'appelle Roger Delpech. Roger Delpech et Jacques Focard étaient très très liés. Avant de connaître Focard, je connaissais Delpech.
Donc Delpech me le disait, mais ce n'était pas une preuve suffisante. Quand, en 1995, j'ai été déjeuner à la Villa Charlotte avec Jacques Foccart, eh bien, à la fin du déjeuner est arrivé Roger Delpech et sa femme, et j'ai pu constater ce que je savais déjà, à savoir la liaison très 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 proche, très intime, entre Roger Delpech et Jacques Foccart. Et il connaît bien Bokassa, aux côtés duquel il a combattu en Indochine. Accompagné d'André Le Maignan, Delpech décide de rétablir l'honneur de son ami Bokassa. Ainsi débute la seconde affaire des diamants. Donc, Foccart et ses copains gaullistes étaient totalement informés de ce qui se passait et nous encourageaient. Avec cette fois-ci Jacques Foccart en coulisses, Delpech fait du tapage médiatique. Il veut écrire un livre, établissant, selon lui, la vérité des relations entre Giscard et Bokassa. À l'Élysée, on finit par s'inquiéter et on attend le moindre faux pas de Delpech. Mais justement, l'empereur déchu Bokassa a besoin d'argent. Bokassa confie une lettre à Delpech et Le Maignan dans laquelle il demande de l'argent au leader libyen Kadhafi, à l'époque l'ennemi juré de la France. Les deux hommes doivent déposer la lettre à l'ambassade de Libye, à Paris. C'était en mai 80, je prends Delpech en voiture et nous voilà partis à l'ambassade de Libye dans le 16e arrondissement. Je dépose Delpech me dit écoute, reste là, et je dépose la lettre et puis je reviens. Et effectivement, 5 minutes après, Delpech sort et tout d'un coup, je le vois encadré par 2 types qui le prennent sous le bras et qui l'embarquent. Et c'était l'ADC qui était à nos trousses et qui l'ont donc embarqué. Ils l'ont mis en prison sous motif d'intelligence avec une puissance ennemie, un truc complètement loufoque, bien entendu, parce que la vérité c'était ça, on allait déposer une lettre. Et il est resté 7 mois, 8 mois en prison. Les commentateurs de l'époque parlent du prisonnier de Giscard. À quelques mois des présidentielles, l'effet sur l'opinion est désastreux. À gauche et chez les gaullistes, c'est l'occasion rêvée de couler Giscard. Et Delpech avait pris comme avocat Roland Dumas. Roland Dumas assure cette fois-ci la défense de l'ami de Foccart. Il veut en faire un procès politique. Mais Delpech n'a pas d'argent pour payer les honoraires de son avocat. Je suis allé voir Foccart, j'étais avec l'épouse de Roger Delpech d'ailleurs, et Foccart a dit « mais il n'y a pas de problème, je m'en occupe ». Il a appelé De Bizet, qui était le patron du SAC, et c'est De Bizet qui a donné l'argent pour payer l'avocat, sur les instructions de Foccart. Au cours de la campagne présidentielle de 1981, les affiches de Giscard sont décorées par des plaisantins. Selon des sources concordantes, il s'agirait d'éléments incontrôlés du SAC. D'accord, mais incontrôlés par qui ? François Mitterrand devient président de la République le 10 mai 1981. La maison franco-africaine est évidemment très inquiète. Vous aviez 2 problèmes. Vous aviez ce dont était en charge, c'est-à-dire les relations franco-africaines, et puis il y avait les affaires franco-françaises par rapport à l'Afrique. Ça, c'était un tout autre domaine. Et c'était le domaine le plus sensible et le plus dangereux. Alors on se jauge un peu. Mais Mitterrand et Houphouët-Boigny se connaissent parfaitement pour avoir été ensemble députés de la 4e République. Et comme d'habitude, c'est Houphouët-Boigny qui donne l'exemple. La maison paraît plus solide que jamais sur ses fondations. Tout au plus, le Gabonais Omar Bongo, qui doit tant à Foccart, obtient la tête du ministre socialiste de la coopération, Jean-Pierre Cotte. En France, à droite comme à gauche, on ne refuse rien à Bongo. Foccart est dans le collimateur de la gauche. En 1981, un règlement de compte entre membres du SAC à Auriol, près de Marseille, coûte la vie à toute une famille dans des conditions particulièrement horribles. Malgré les efforts de De Bizet, le patron officiel, une partie de l'organisation est devenue incontrôlable, noyautée en partie par des truands. Une commission d'enquête parlementaire à laquelle la droite refuse de participer est constituée. Foccart est convoqué. Au président de la commission qui lui demande « Quelle impression cela fait-il d'être un mythe ?», Foccart répond « C'est lourd à porter ».
le président Mitterrand dissout le SAC en 1982. Les générations sont passées. Les amis sont partis à la retraite. Foccart s'accroche et travaille à la succession gaulliste. Car pour lui, la mission que lui a confiée le général demeure. 1986, c'est le retour en fanfare des gaullistes. Jacques Chirac devient le Premier ministre de Mitterrand. C'est la cohabitation. Une situation institutionnelle inédite, avec le retour de, devinez qui, Houphouët-Boigny embrasse son vieux complice. Foccart a 73 ans. Il n'a pas de position officielle, mais un poste de conseiller privé auprès de Jacques Chirac. Peut-être que de temps en temps, Jacques Foccart l'oubliait, c'était pas un domaine franco-français, c'était un domaine franco-pays étranger. En 1986, il y a une énième mutinerie militaire au Congo-Brazzaville. Le sang de Jacques Foccart ne fait qu'un tour. Le Premier ministre a décidé, sans en informer le président de la République, d'envoyer un avion militaire avec quelques conseillers, genre des GSE. Mais ça ne pouvait pas se faire sans l'accord du président de la République. Il ne faut pas oublier que la Constitution française donne un pouvoir particulier au président de la République en ce qui concerne les affaires étrangères et l'armée. Donc ça a créé un net problème, constitutionnel dans la cohabitation. Et il y a eu une explication de gravure, on peut dire, entre le Premier ministre et le président de la République. Il a peut-être une vision géostratégique de l'Afrique peu vieillissante. Il voyait pas que certains pays ou certains esprits prenaient un peu leur envol. Perçoit-il en effet que l'Afrique change et que sa population a été multipliée par 6 en 40 ans ? Voit-il le glissement progressif d'une France de plus en plus européenne et de moins en moins impériale ? S'il passe toujours autant d'heures au téléphone, Foccart se déplace de moins en moins. 1989, avec la chute du mur de Berlin, c'est toute la toiture de la maison franco-africaine qui s'envole. La maison, même si personne ne le comprend au premier abord, est déjà en voie de démantèlement. Les relations étroites et privilégiées, les accords secrets de défense, tout cet ensemble dont Foccart est l'artisan infatigable, comment le justifier après la fin du bloc de l'Est et le début d'une mondialisation qui atteint aussi l'Afrique ? Félix Houphouët-Boigny meurt. Nous sommes en 1993 et toute la République française se déplace comme un seul homme pour assister aux funérailles. Ces images illustrent la portée de ce que représentait le président ivoirien pour les dirigeants français. Balladur, Premier ministre de la seconde cohabitation, échange avec Chirac. Dans quelques mois, l'un des deux sera président. Balladur est confiant. Bien entendu, Jacques Foccart est du voyage. À 80 ans, il va enterrer son ami, mais aussi l'œuvre de sa vie. La France a attendu la mort d'Houphouët pour annoncer la dévaluation du franc CFA, la monnaie commune garantie par Paris. C'est le coup de grâce. La France n'a plus les moyens de l'ancienne politique, et puis désormais, les règles du commerce international s'imposent à tous. Le précaré n'existe plus économiquement. Foccart est vent debout contre ce qu'il juge comme un abandon. Mais que peut-il faire ? Le ministre de la Coopération chargé de faire passer la pilule en Afrique est Michel Roussin. Je considère que la dévaluation, très critiquée, etc., a permis néanmoins le redémarrage des activités économiques en Afrique et, pour ce qui me concerne, après m'être fait engueuler copieusement et être allé 53 fois en Afrique successivement sur ces sujets de dévaluation pour faire de la pédagogie, faire des actes de contrition, etc., un certain nombre de chefs d'État africains que j'ai rencontrés plus tard dans le développement de ma carrière, dans le privé, m'ont dit « Ah, c'était quand même une idée et tu as bien fait de la faire ». Lorsque Jacques Chirac devient président en 1995, c'est accompagné de son conseiller Foccart qu'il se rend au Sénégal. Foccart s'accroche bec et ongle à ce qui n'existe déjà presque plus. Espère-t-il que le président Chirac puisse retourner la situation et reconstruire la maison commune ? Vous espérez que Jacques Chirac
suivra un petit peu la voie que vous avez tracée avec le général de Gaulle? Je suis sûr. J'en suis sûr. Comme un chant du cygne, mais en tenue léopard, Bob Denard tente un ultime coup aux Comores. Foccart, dit-on, est au courant. Mais le président Chirac siffle la fin de la récréation et exfiltre le vieux mercenaire Manu Militari. Mobutu est en difficulté. Depuis la fin de la guerre froide, il est passé aux yeux de la CIA du statut d'allié à celui de dictateur sanguinaire. Dictateur et sanguinaire, Mobutu l'a toujours été. Mais désormais, les Américains soutiennent Laurent Désiré Kabila. La ville de Kisangani est la clé. Si Kisangani tombe, c'en est fini de Mobutu. Foccart veut sauver le soldat Mobutu et à 83 ans, jette ce qui lui reste de force dans la bataille. Mobutu croit toujours que Foccart peut faire des choses, mais il ne peut pas. Pendant quelque temps, est envisagé le fait que les forces spéciales françaises vont arrêter Laurent Désiré Kabila. Tout est préparé et finalement, Jacques Chirac lui-même donnera l'ordre de ne pas y aller. Kisangani tombe le 15 mars 1997. Jacques Foccart meurt 4 jours plus tard.